Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présents pour ce nouveau webinaire de l'instant juridique Meyer Ashline en collaboration avec Workwise Avocat. Je suis Philippe Casello, avocat associé au sein du cabinet Workwise Avocat, cabinet dédié au droit social, et plus précisément au droit social des affaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau webinaire d'une durée de 30 minutes, consacré aujourd'hui au transfert de salariés. Alors, j'ai intitulé ce webinaire «Comment gérer les transferts de salariés?» En 30 minutes, hein, une fois de plus, c'est court, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit à me les poser actuellement dans le chat, soit à me contacter par la suite. Je vais balayer, les différents cas de transfert, la mise en œuvre de ces différents transferts. Bien sûr, on ne pourra pas rentrer dans un degré de détail, très très grand. Néanmoins, voilà, pour vous donner un panorama, hem, des transferts individuels, collectifs, automatiques ou non, des salariés. Enfin, plus précisément, des contrats de travail des salariés. Alors, premier slide, comment identifier le transfert? Quels sont déjà les types de transferts et comment les distinguer? Alors, vous le voyez sur l'écran, le transfert collectif automatique de salariés, hein, c'est typiquement les cas d'application de l'article L12241 du Code du travail, qui est bien connu, sur lequel je vais revenir plus en détail. On a également le transfert collectif volontaire, donc c'est-à-dire, le transfert collectif, mais qui est hors champ d'application de l'article L241 du Code du travail. Donc c'est, les transferts sur une, enfin qui relèvent d'une décision, unilatérale de l'employeur, ou plutôt bilatérale puisqu'il y a un ancien employeur, un nouvel employeur, ou bien on aussi dans ce cadre-là, on parle de transfert collectif volontaire quand on est en application d'une convention collective qui prévoit la reprise des salariés, en cas de perte de marché notamment. Et enfin, il y a le transfert individuel, voilà, qui est le transfert du contrat de travail d'un salarié, d'un employeur à un autre, sans transfert automatique, sans transfert collectif, simplement, voilà, on décide, de transférer le contrat de travail d'un salarié. Comment faire? On y reviendra tout à l'heure. Alors, le transfert collectif automatique. C'est donc le cas d'application de L12241. Comme je vous l'ai dit, donc L214.1 nous dit que, en cas, de modification dans la situation juridique de l'employeur, donc en cas de, vente, fusion, mise en société et cetera, les contrats de travail transfèrent d'un employeur à un autre. Alors, les cas d'application cités par l'article L1224-1 du Code du travail sont, des illustrations, mais bien sûr, c'est très incomplet et très partiel, voire même pas très clair, en fait. Le cas, en fait, le critère qui doit être rempli pour déclencher l'application de l'article L1224-1 du Code du travail, comme vous le savez, c'est en réalité le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité se maintient après le transfert et qui conserve son identité. Voilà, ça, c'est les critères dégagés par la jurisprudence. Alors c'est classiquement, le cas du transfert d'un service entier, d'une entreprise au sein d'une autre entreprise, d'un service ou d'un département, la fusion de la société, au sein d'une autre, la vente d'une activité, la filialisation, la sous-traitance. Voilà, quand je mets en sous-traitance une activité que j'opérais moi-même, auparavant, quand j'externalise en fait, cette activité, dès lors que le critère de l'entité économique autonome et du transfert de cette entité économique autonome, du maintien de son activité, et du maintien de son identité après le transfert, et bien, dès lors que ces critères sont remplis, on est classiquement dans, l'application de l'article 1224-1 du Code du travail. Alors, l'entité économique autonome, pour, faire un bref rappel, elle est définie comme un ensemble organisé de personnes et d'actifs corporels ou incorporels qui poursuivent un objectif économique propre, qui est détachable du reste de l'entreprise, peu important qu'il s'agisse d'une activité, de l'activité principale ou accessoire de l'entreprise. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on peut imaginer que c'est le transfert d'un service, d'un département, d'une activité, d'une activité propre à un type de produit,
Par exemple, dès lors que, eh bien, on envisage de transférer, dans le cadre de ce transfert, un ensemble organisé de personnes. Donc souvent, on regarde si on a des organigrammes qui permettent de décrire, une équipe avec à sa tête, un manager d'équipe et en dessous, vraiment une équipe qui est bien organisée. Et s'ils sont rattachés, à cette activité et à cette équipe, des actifs, alors corporels ou incorporels, hein, ça peut être du matériel, ça peut être des brevets, ça peut être, des droits immatériels, qui permettent et qui sont en fait les actifs, essentiels pour opérer l'activité qui est transférée. Donc dès lors qu'on a cet ensemble de personnes, cet ensemble d'actifs corporels ou incorporels et qu'on envisage de transférer, de céder, tout cet ensemble à une autre entreprise, on est alors oui, bien sûr, il faut vérifier au cas par cas, mais c'est le cas classique d'application de l'article 1224-1 du code du travail. Hem, alors bien sûr, ce sont souvent des sujets soumis à la consultation, du CSE quand il y en a un, enfin c'est forcément soumis à la consultation du CSE lorsqu'il y en a un. Et donc cette occasion, dans la note d'information que l'on transmet au CSE, bien sûr, il faut décrire, quelle est cette entité économique autonome, de quoi elle est constituée, quels sont les salariés qui sont affectés à cette activité. Et c'est là que se pose souvent le sujet le plus, je dirais, le plus, brûlant quand il s'agit de transférer une activité et de transférer des contrats de travail, c'est d'identifier les salariés qui sont affectés à cette activité. Parce que, lorsque vous avez un salarié qui est affecté et qui travaille entièrement sur l'activité, le cas est plutôt simple. Heu, il est facilement identifiable, le contrat de travail est rattaché à cette activité, le contrat de travail transfère intégralement. On a des solutions un peu plus compliquées et des cas un peu plus compliqués lorsque on a des salariés qui travaillent partiellement pour l'activité qui est transférée. Et c'est le cas classique des fonctions support. Vous avez les fonctions comptables, les fonctions RH, les fonctions financières qui travaillent pour tous les départements de l'entreprise, pour tous les types de produits, pour toutes les activités. Et quand l'entreprise décide de céder seulement une des activités, un des types de produits, un seul département à une autre entreprise, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des fonctions support et des salariés de ces fonctions support. Alors à une époque, la Cour de cassation avait dégagé en fait, une solution qui permettait de considérer que lorsque le salarié était essentiellement affecté à l'activité, ou à l'inverse, lorsqu'il n'était pas essentiellement affecté à l'activité, qu'il était essentiellement affecté aux autres activités de l'entreprise, eh bien le contrat de travail transférait intégralement ou ne transférait pas du tout. Depuis quelques années, la Cour de cassation est revenue sur cette décision, sur cette jurisprudence, et maintenant on est dans des cas plus compliqués, où en fait la Cour de cassation nous dit que le contrat de travail transfère, proportionnellement, au temps passé par ce salarié sur l'activité qui est transférée, sauf impossibilité. Voilà, en gros, hein, donc la question c'est qu'est-ce que c'est que cette impossibilité? Comment on fait pour, caractériser le non-transfert, partiel du contrat de travail? Bon, c'est des sujets qu'on traite individuellement et la solution qui est souvent retenue en pratique, c'est qu'en fait, on transfère le contrat de travail à due proportion, hein, en fonction du temps passé et de la charge de travail du salarié sur l'activité qui est transférée, et ensuite on propose à titre individuel, si le salarié le veut bien, eh bien de retransférer le contrat de travail chez son employeur d'origine ou bien de partir intégralement. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir 2 employeurs. Sinon, en pratique, hein, si on suit le texte et la jurisprudence, qui applique ce texte, on peut imaginer que les salariés des fonctions support se retrouvent avec 2 employeurs et en fait aient 2 2 contrats de travail, exercent une partie de leurs fonctions sur l'ancienne activité, enfin sur les activités qui n'ont pas été transférées, et exercent l'autre partie de leurs fonctions sur l'activité qui est transférée. Alors ce qui pose des difficultés pratiques, assez énormes, pratiques, et puis même, les employeurs sont rarement, satisfaits de cette situation d'avoir un salarié qui n'est là qu'à temps partiel et qui travaille pour, son ancien employeur. Donc en fait, en pratique, hem, comme on ne peut pas faire échec au transfert automatique du contrat de travail, qui est d'ordre public, on laisse transférer le contrat de travail de façon automatique. Une fois que ce contrat de travail est transféré, on propose au salarié de réintégrer par une convention tripartite de transfert ou de partir intégralement, chez le nouvel employeur. Alors ce qui me permet de, heu, poursuivre sur le 2e sujet. Donc on a vu les cas d'application, hein, c'est donc le transfert d'une entité économique autonome. Quelles sont les conséquences de l'article 1224-1 sur le contrat de travail?
Alors, bah, on l'a dit, c'est le transfert automatique du contrat de travail et en fait, c'est le transfert automatique en l'état. C'est-à-dire que le contrat de travail est intégralement ou partiellement transféré au nouvel employeur et finalement, la seule chose qui change dans ce contrat de travail, c'est le nom de l'employeur. C'est-à-dire que tout le reste, l'ancienneté acquise, les droits acquis, les stipulations contractuelles, eh bien, toutes ces mentions et toutes ces stipulations contractuelles demeurent et sont intégralement applicables au nouvel employeur. C'est, l'effet d'ordre public de ce texte. Ni le salarié, ni l'ancien employeur, ni le nouvel employeur ne peuvent s'opposer aux effets de ce transfert automatique du contrat de travail. Ce qui veut dire qu'en pratique, quand le nouvel employeur, eh bien, sait qu'il va récupérer, je dirais, ou en tout cas avoir dans ses effectifs automatiquement de nouveaux salariés, en pratique, bien sûr, on fait un audit avant pour voir quels sont les contrats de travail en question, qu'est-ce qu'ils contiennent, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous poser problème. Enfin, bien sûr, on fait un audit social avant, puisque, encore une fois, les contrats de travail viennent tels quels, hein. Et la seule chose qui change, encore une fois, c'est l'employeur. Et si le nouvel employeur veut proposer des modifications du contrat de travail, alors il doit passer par la procédure de modification du contrat de travail, soit pour motif économique, et on connaît la procédure applicable, hein, proposition d'une modification pour motif économique, avec la justification d'un motif économique, le délai de réflexion d'un mois, etc., puis les conséquences en cas de refus, ou alors une proposition de modification qui ne repose pas sur un motif économique, et là on est sur une discussion de gré à gré. Le salarié peut accepter ou refuser les modifications qui sont proposées, mais donc tout ça n'est pas à prendre à la légère, il faut bien se poser la question avant, des conséquences pour le nouvel employeur de l'arrivée de ces contrats de travail et de ces salariés dans les effectifs avec des clauses contractuelles qui peuvent être complètement différentes des clauses qui sont celles des salariés déjà employés dans l'entreprise. Euh, et donc, il faut entamer une réflexion sur les éventuelles modifications que l'on va pouvoir proposer aux salariés et puis les mesures d'incitation pour que ces salariés acceptent. Voilà. Alors, ça, c'est les conséquences sur le contrat de travail individuel, il transfère, purement et simplement. Sur le plan collectif, c'est ma troisième case, conséquences sur les aspects collectifs de l'article L1224-1. Alors vous le savez, bon, il faut distinguer les aspects collectifs, c'est-à-dire des droits collectifs, la convention collective et les accords collectifs, en gros le statut collectif, et puis les représentants du personnel. Alors, sur le statut collectif, vous le savez bien, c'est l'article 224-1, lorsqu'il est appliqué, eh bien, il remet en cause, hein, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de remise en cause du statut collectif antérieur, c'est-à-dire qu'au jour du transfert, les salariés transfèrent avec leur statut collectif, provisoirement, mais il est remis en cause. Et il est remis en cause avec un maintien temporaire d'une durée de 12 mois, plus les mois de préavis de remise en cause, enfin de résiliation des accords collectifs, qui est généralement de 3 mois. Donc en général, on considère qu'il y a un délai de 15 mois, pendant lequel le statut collectif antérieur demeure applicable aux salariés transférés au sein de leur nouvel employeur, et à l'issue duquel, si on n'a pas conclu d'accord de substitution, eh bien, les salariés pourront revendiquer le maintien d'une rémunération globalement équivalente à celle qu'ils percevaient en application de ces accords avant le transfert. Alors, ce délai de 15 mois, enfin 12 plus 3, il est laissé au nouvel employeur, justement, comme je viens de le dire, pour tenter une négociation collective sur l'harmonisation du statut collectif. C'est-à-dire que comme les salariés transférés maintiennent leurs droits collectifs qui sont bien souvent différents des droits collectifs applicables dans l'entreprise d'accueil, il est nécessaire, en fait, en pratique, hein, de se mettre d'accord autour d'une table, de négocier avec les syndicats, de négocier un accord collectif de substitution qui harmonise l'ensemble. Alors, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, enfin je dirais que souvent on y arrive. Hem, Si on n'y arrive pas, eh bien, ça crée des différences, ça peut créer des différences, de traitement définitives entre les salariés. La Cour de cassation nous dit que dès lors que ça résulte de l'application pure et simple de la loi, ce sont des différences de traitement qui ne peuvent pas être, critiquées par les salariés, puisque les salariés transférés devant se voir maintenir leur statut collectif antérieur pendant une durée de 15 mois, puis une rémunération globalement équivalente
à celle qu'ils avaient en application de ce statut de façon, définitive, hein, s'il n'y a pas d'accord de substitution, on n'a pas le problème de la différence de traitement injustifiée puisqu'elle est justifiée par l'effet de la loi. Voilà. Mais en pratique, il faut impérativement tenter de trouver un accord de substitution, dans ce délai de 15 mois pour éviter tout problème. Alors, je rentrerai pas dans le détail des autres mécanismes qui existent on peut négocier, en fait, l'accord de substitution, alors qui ne porte pas ce nom du coup, mais on peut négocier avant le transfert, on peut anticiper ces, différents sujets. Alors je pourrais en rentrer si vous le souhaitez dans plus de détails, mais on peut négocier le statut collectif applicable après le transfert, dès avant le transfert, pour en fait purger ce point et éviter le maintien de la rémunération globale équivalente, à l'issue du délai de 15 mois si on a réussi à se mettre d'accord avant. Bon, et ça implique qu'on ait des syndicats chez le cédant et chez le cessionnaire, c'est des cas un peu particuliers, donc je ne vais pas rentrer dans ce degré de détail. Concernant les représentants du personnel, alors c'est un sujet qui est souvent, qui peut souvent poser problème et qui nécessite, de s'interroger bien en amont. Hem, Quid, en fait? Est-ce qu'ils transfèrent, est-ce qu'ils transfèrent pas? Alors la situation, elle est simple. Quand, j'ai une vente de fonds de commerce et que tout le fonds de commerce transfère, la vente de fonds de commerce, c'est un des cas classiques d'application de l'article L224-1. Si j'ai l'intégralité de mon entreprise, hein, qui est cédé par une vente de fonds de commerce, bon, bah, tous les effectifs, transfèrent, mon CSE transfère aussi, mes représentants de proximité également, la question ne se pose pas. De même en cas de fusion. Si j'ai une fusion-absorption, hein, la société qui est absorbée, l'employeur change puisque la société absorbante devient le nouvel employeur. Le CSE qui était là avant, souvent, il est quand même maintenu puisque, l'entité conserve son autonomie. Alors, c'est pas son autonomie juridique, mais c'est souvent son autonomie opérationnelle, et le CSE est maintenu. La question est plus délicate lorsqu'on a une cession partielle d'entreprise et qu'on ne cède qu'une partie des effectifs, qu'une partie de l'activité. Alors bien souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est que le CSE ne transfère pas. C'est-à-dire qu'on a les salariés transférés qui partent chez le nouvel employeur, à charge pour le nouvel employeur de régulariser, sa représentation du personnel, soit en créant un nouvel établissement, distinct si ces salariés, constituent, un nouvel établissement distinct et organiser une élection d'un CSE d'établissement. Soit ces salariés vont être directement sous la houlette du CSE déjà existant, ça c'est chez le nouvel employeur, et chez l'ancien employeur, eh bien, souvent le départ de ces salariés, n'aura que peu de conséquences sur le CSE. Le CSE en place va se maintenir, même si les effectifs, même si on passe sous un seuil, hein, les seuils de 50 ou de 11, ça changera rien dans l'immédiat, sur le CSE en place. On se posera la question au moment du renouvellement de l'instance, hein. Est-ce que l'instance change de prérogative? Est-ce que le nombre de sièges change? Mais en tout cas, le CSE de l'ancien employeur, lui, va bien souvent rester en place et les salariés partent. Alors, justement, et c'est la dernière case de ce slide, quid des salariés protégés? Puisqu'il se peut, et il arrive bien souvent, que dans le cas de transfert automatique des contrats de travail, on a dans le champ de ce transfert, une fois qu'on a identifié les salariés affectés à l'activité qui est transférée, on peut avoir des membres du CSE. Entre autres, alors il y a d'autres types de salariés protégés, les plus courants, c'est bien sûr les membres du CSE, les délégués syndicaux, etc. Alors, pour les salariés protégés, le plus souvent, il faut bien sûr, comme vous le savez, une autorisation euh, de transfert. De même type que pour les licenciements, il faut le licenciement des salariés protégés, il faut une autorisation de licenciement de la part de l'inspection du travail. Et bien là, pour le transfert des salariés, euh, il faut une autorisation de transfert. Alors, quand on est en transfert partiel, bien sûr, quand le transfert porte sur un établissement entier qui a son propre CSE et que l'intégralité des salariés et l'intégralité du CSE transfèrent, l'autorisation de transfert n'est pas à demander à l'inspection du travail. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de risque de discrimination. Tous les salariés transfèrent, donc il n'y a pas de demande à formuler auprès de l'inspection du travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'inspection du travail, dans un cas comme ça, doit vérifier l'absence de discrimination.
L'idée, c'est de ne pas enfin, que l'employeur, soit n'inclut pas ou n'exclut pas du transfert collectif des salariés qui ont un mandat ou qui sont protégés à un autre titre, soit pour s'en débarrasser, soit pour éviter que le nouvel employeur qui reprend l'activité se débarrasse à bon compte, des salariés, protégés. Et donc en fait, c'est l'absence de discrimination qui va être vérifiée principalement par l'inspection du travail. Et donc on est typiquement dans le cas enfin c'est typiquement le cas lors de transferts partiels d'établissement. Voilà. Dans le cas de transfert total d'établissement, l'autorisation n'est pas à demander. Et il y a une procédure bien sûr spécifique à suivre. Et le code du travail nous dit que cette demande est à formuler 15 jours, avant la date prévue pour le transfert. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, bien souvent, l'inspection du travail ne répond pas, avant l'expiration de ce délai de 15 jours et en fait, le salarié protégé, va faire l'objet d'un transfert différé dans le temps. C'est-à-dire qu'on a le transfert collectif qui va s'opérer par la, mise en application de la cession de fonds de commerce, de la fusion, et cetera. Eh bien, tous les salariés, je dirais, non protégés vont transférer au jour des faits de l'acte qui entraîne, le transfert collectif. En revanche, les salariés protégés, eux, ne vont transférer que lorsque l'autorisation de transfert aura été donnée par l'inspection du travail. Donc, ce qui peut, là encore, générer quelques difficultés pratiques, mais c'est ainsi qu'est faite la procédure, pour les salariés protégés. Donc pareil, ce sont des sujets qui doivent s'anticiper avant. Alors, pour terminer, parce qu'il est déjà, quasiment midi, je vais revenir brièvement sur les transferts volontaires. Alors, les transferts volontaires, c'est quoi en fait? Bah, c'est tous les transferts qui ne s'opèrent pas par application de l'article L1224-1, c'est-à-dire, bah, à chaque fois que les critères ne sont pas remplis, hein. Donc quand, j'ai pas, d'entité économique autonome, qui est transférée, dont l'activité est maintenue et dont l'identité, est également maintenue après le transfert. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ben, on peut imaginer, comme je l'ai mis sur le slide, un transfert collectif purement volontaire. C'est-à-dire que j'ai un projet, l'employeur a un projet de transfert de toute une équipe, toute une partie, des salariés, mais il n'y a pas d'actifs qui partent avec, par exemple. Ou il n'y a pas l'activité qui part avec. Simplement, je veux transférer, des salariés de façon collective. Alors, c'est vrai que c'est des projets, qu'on ne voit pas souvent. Bah, là, on est en fait dans le cas classique, bon, consultation du CSE s'il y a un CSE. J'identifie mes salariés, bah, c'est la liberté de l'employeur d'identifier dans son projet quels sont les salariés qu'il souhaite voir transférer, enfin quels sont les contrats de travail qu'il souhaite voir transférer. Et là, il n'y a pas d'obligation du tout, en fait, pour les salariés d'accepter. Le nouvel employeur, n'a pas d'obligation non plus. Donc là, on est vraiment sur du gré à gré, hein. C'est-à-dire qu'il faut un accord tripartite de transfert, entre l'ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié. Et dans cet accord tripartite de transfert, en pratique, il faut qu'on se mette d'accord sur les conséquences, de ce transfert sur les salariés et sur le contrat de travail, les droits collectifs, et cetera, et cetera. Alors, comme l'article 204.1 ne s'applique pas, eh bien, les conséquences sur le statut collectif ne s'appliquent pas non plus. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de maintien temporaire du statut collectif, au sein du nouvel employeur. Le salarié qui transfère «volontairement» entre guillemets, chez un nouvel employeur est immédiatement soumis au statut collectif en vigueur dans l'entreprise d'accueil, sans qu'il puisse revendiquer, et c'est ça la différence avec le 12.4.1, sans qu'il puisse revendiquer l'application temporaire, le maintien temporaire de son statut collectif antérieur. Alors je précise quelque chose que j'ai pas précisé tout à l'heure, bien sûr, mais en cas d'application de 12.24-1 du Code du travail, j'ai rappelé que le statut collectif ancien était maintenu temporairement pendant, en général, 15 mois chez le nouvel employeur, 15 mois maximum. Euh, mais bien sûr, le statut collectif qui est déjà en vigueur chez le nouvel employeur s'applique aussi. Et c'est le plus favorable des deux, qui pourrait être revendiqué par les salariés transférés, soit les accords collectifs et la convention collective du nouvel employeur si c'est plus favorable, soit le maintien des anciennes dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Alors que là, en transfert collectif purement volontaire, il n'y a que le statut collectif du nouvel employeur qui va s'appliquer. Alors ensuite, on a le transfert collectif conventionnel. Vous le savez, c'est certaines conventions collectives qui prévoient en fait l'obligation pour
les employeurs d'organiser le transfert des contrats de travail entre l'ancien employeur et le nouvel employeur dans certains domaines. C'est typiquement les domaines, société de ménage, le gardiennage et où en fait, il y a quasiment pas d'actifs corporels, incorporels qui sont transférés, hein. C'est souvent la perte de marché qui, entraîne la nécessité de transférer les contrats de travail. Et bien certaines conventions collectives, prévoient pour, favoriser le maintien de l'emploi, prévoient le transfert, enfin en tout cas l'obligation pour les employeurs successifs, d'organiser un transfert collectif des salariés. Mais là encore, on est hors champ d'application de 1224-1 et donc les conséquences légales que j'ai évoquées tout à l'heure, pareil, ne s'appliquent pas. Et là, il faut faire application de la convention collective qui, en général, prévoit, des mécanismes, sur le statut collectif, sur le statut individuel pour protéger les salariés dans le cadre de ce transfert. Et enfin, le transfert individuel, donc non collectif, non automatique. Alors, on peut avoir un transfert individuel automatique, bien sûr. On peut imaginer un 224-1, dans lequel il y aurait qu'un seul salarié concerné. C'est-à-dire qu'on aurait, la Cour de cassation a déjà admis, eh bien, qu'une entité économique autonome soit constituée d'un seul poste, parce que c'est tout un service, en fait. On peut imaginer le service comptabilité d'une entreprise, en fait, avec un seul salarié au sein de ce service comptabilité. L'entreprise souhaite sous-traiter sa comptabilité ou transférer sa comptabilité au sein d'une autre entreprise. Elle transfère tous les actifs corporels et incorporels nécessaires à l'exercice de cette activité. Eh bien, en fait, on peut imaginer que le salarié soit transféré automatiquement. Donc, c'est un transfert individuel automatique. Mais là, on imagine le cas du transfert individuel non automatique. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est sur le cas classique du transfert de contrat de travail de gré à gré entre trois parties, hein, l'ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié. Et là, il faut simplement se mettre d'accord, il faut négocier euh, l'avenir du contrat de travail, qu'est-ce qui se passe avec les droits déjà acquis, qu'est-ce qui se passe en termes de maintien de statut individuel au sein du nouvel employeur. Et là, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est du gré à gré, on ne peut rien imposer aux salariés, tout se négocie. Le salarié, en fait, ne peut pas se voir imposer un transfert individuel qui ne serait pas compris dans le champ d'application de l'article L224-1 du Code du travail. Et le fait de refuser un transfert ne peut pas constituer une faute non plus. Donc c'est vraiment de la négociation pure. Alors, on peut imaginer un transfert individuel qui serait motivé par un motif économique, mais ça, je renverrai à mes webinaires sur les licenciements économiques. Euh, c'est un cas particulier. Mais dans un cas classique, sinon, bah, c'est un transfert individuel. C'est donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait? C'est une convention tripartite de transfert à laquelle bien souvent est annexé le nouveau contrat de travail, c'est-à-dire qu'on fait une convention qui acte du fait que le contrat de travail est transféré, et on joint à cette convention le nouveau contrat de travail qui sera applicable chez le nouvel employeur et qui prévoit que une nouvelle stipulation annule et remplace intégralement les stipulations du contrat de travail antérieur. Voilà. Donc il est midi, j'ai terminé le webinaire, j'affiche mes coordonnées à l'écran. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas sur les transferts, collectifs, individuels, automatiques ou non. On l'a vu, hein, il peut y avoir un panachage de pas mal de situations différentes. L'important, hein, encore une fois, d'un point de vue pratico-pratique, c'est vraiment de regarder si on est dans un cas classique, enfin un cas d'application de l'article 1224-1. Est-ce que j'ai bien l'ensemble organisé de personnes? Est-ce que j'ai bien un ensemble d'actifs corporels incorporels? Est-ce que j'ai une activité autonome? Est-ce qu'elle est maintenue chez le nouvel employeur? Voilà, tout ça, c'est des questions à se poser. Si c'est oui, on est sur du 12-24-1, classique. Si c'est non, là, ça peut poser davantage de problèmes. Et on est sur bien un transfert volontaire, donc à négocier et à étudier. Bien écoutez, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre participation. Une fois de plus, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Très bonne journée.